je m'appelle Pascal Kitmel, j'ai 55 ans et je suis photographe depuis 30 ans. J'ai commencé en 1987, un petit peu sur un coup de dé, parce que je n'étais pas du tout à la base photographe. J'ai fait plusieurs petits métiers avant d'être photographe. Et je me suis retrouvé par les vicissitudes de la vie au chômage en 86. Et donc je me suis installé le 1er janvier 87 comme photographe, parce que j'aimais ça, mais à l'époque, pas plus que ça, quoi. Et puis, c'était quand même, on va dire, une autre époque, quand même. Et à l'époque, les banquiers nous prêtaient de l'argent. Je suis allé voir mon banquier de l'époque. Il m'a prêté 50 000 francs, je crois, de l'époque, pour m'acheter deux Nikon, c'est ça. Et je suis devenu photographe, mais à peu près sans rien connaître du métier. Et j'ai tout appris sur le tas. Je suis un autodidacte complet, quoi. J'ai fait aucune étude dans la photographie, ni dans le journalisme. Et le métier est en pleine mutation depuis, on va dire, depuis le début des années 2000, depuis l'avènement du numérique, depuis l'avènement d'Internet. Et donc j'ai décidé, il y a presque 10 ans, de m'orienter toujours dans la photographie, mais vers autre chose. Donc j'ai créé un concours qui s'appelle les photographies de l'année. On récompense la profession dans 15 catégories. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de créer un magazine, Profession photographe, pour les professionnels justement, car il y avait un magazine qui s'appelait Le Photographe et que d'un coup de baguette magique, M. Berlusconi a éliminé de la surface de la Terre, on peut dire ça comme ça, alors qu'il allait fêter ses 100 ans. C'était un des plus vieux magazines en France et en Europe. Et l'année de son centenaire, il l'a complètement abandonné, donc on était orphelins. Donc j'ai décidé de créer ce magazine qui s'appelle donc Profession photographe et qui fêtera ses 5 ans à l'automne. C'est un magazine qui s'adresse surtout donc, aux professionnels, qui n'est vendu que par abonnement, qui n'est pas au kiosque, quoique ça pourrait le devenir. Et on amène des outils aux photographes, car depuis, je dis 2000, 2005, depuis vraiment le développement du numérique, d'Internet, le métier a énormément changé. On est vraiment dans une mutation complète du métier. On est passé je dirais, de l'argentique qui avait duré à peu près 150 ans à peu près, au numérique qui a bouleversé donc, tout le marché. À la fois le photojournalisme, à la fois la photographie sociale, donc mariage, portrait. Je vais dire que 20-25 ans en arrière, presque tous les villages de France, les petites villes de France avaient un photographe qui faisait mariage, communion, baptême, photo d'identité, pardon. Et je dirais que maintenant, il y en a quasiment plus dans les villages, même dans les villes moyennes, hein, des villes de 30-35 000 habitants, quelquefois, il ne reste plus qu'un seul photographe, quoi. Et le métier a aussi changé donc, dans le photojournalisme. Alors là, c'est par rapport, je dirais, sans doute à l'argent. Depuis que la presse, on va dire depuis que les financiers, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais on fait main basse sur les titres de presse, il n'y a plus d'argent pour les photographes, quoi. Moi, en 87, quand je me suis installé, donc, j'ai commencé, parce que je suis un amoureux du Canada, je suis parti 3 mois dans l'Ouest canadien pour faire des photos. Et quand je suis revenu à l'automne 87, il y avait donc le grand quotidien de l'Ouest de la France qui s'appelle Ouest France, qui cherchait un photographe pigiste pour faire des photographies de sport. Ayant toujours aimé le sport, j'ai postulé, j'ai bluffé, j'ai dit oui, moi la photographie de sport, je connais ça, il n'y a pas de problème et tout. Et donc ils m'ont pris tout de suite comme photographe de sport. Alors évidemment, ça a été plus compliqué sur le terrain parce que déjà je n'avais pas de moteur à mon appareil photo. Puis après, on apprend. Je veux dire, c'est le fameux dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc j'ai appris des collègues, j'ai appris dans les livres, dans les magazines. Et donc à l'époque, quoique ça n'a pas beaucoup changé, c'était presque du 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on appelle de la locale. Donc on couvrait tous les événements sociaux, politiques, industriels. On allait voir les entreprises. Et le week-end était consacré aux photographies de sport. Donc moi c'était quasiment du 7 jours sur 7, mais pour gagner sa vie à l'époque, il fallait ça. Et puis j'apprenais mon métier, donc ça ne me dérangeait pas. Mais ce qu'il y avait à l'époque, alors je ne voudrais pas parler comme les anciens combattants, mais l'argentique faisait qu'on développait nos films. Donc il y avait un rapport au temps qui était important. Maintenant, avec le numérique, on fait la photo, on fait un peu de post-production sur l'ordinateur, et 2 minutes plus tard, elle est déjà rendue à la rédaction du journal ou du magazine pour lequel on travaille. À l'époque, il fallait développer le film, le fixer, le sécher, ensuite faire le choix de la photo qu'on allait prendre dans le journal, faire un tirage. Donc faire un tirage 13-18, encore une fois renouvelé,
le révéler, le fixer. Et ensuite, on envoyait, moi j'étais en poste à Alençon, à Rennes, à la rédaction de Rennes, ce qu'on appelle un bélinographe. Donc c'était un cylindre avec une petite tête de lecture, et pendant 7 minutes, ça lisait la photo qui était collée avec du scotch. Alors évidemment, c'était toujours quand on était pressé, le scotch se décollait, il fallait redémarrer au départ. Enfin bon, c'était une aventure. Bon, en même temps, c'était passionnant parce que moi j'ai appris le labo que je ne connaissais pas. Et donc j'ai quasiment fait ça pendant 4 ans et demi, du 7 jours sur 7. Je pense que mes 4 premières années, on va dire, c'était du 7 jours sur 7. Mais bon, quand on a 24 ans, 25 ans, la vie est belle et puis on apprend le métier. Et quand on n'a surtout pas fait d'études, c'est une formidable école de traiter à la fois du fait divers, parce qu'il y avait aussi du fait divers, des sujets de société, parce que même dans une ville comme Alençon, on allait dans les quartiers d'Alençon, le lendemain, alors on pouvait faire la venue d'un ministre par exemple. Donc le lendemain, on faisait des portraits politiques, la visite du ministre dans la ville, la rencontre avec les élus. Le surlendemain, on pouvait aller très bien dans un centre social, aller discuter avec les gens, les acteurs sociaux de la ville. Et puis arriver le week-end, donc on pouvait, dans une journée, je pouvais faire 200-300 km, parce que le département de l'Orne en plus est très étendu. Donc je pouvais faire le matin une épreuve d'athlétisme, l'après-midi un match de football, et le soir le match de basket. Mais c'est que le soir, il fallait aussi aller développer ses films. Donc on renouvelait le développement de films, etc., etc. Et le dimanche matin, on redémarrait, pareil, le match de rugby du dimanche ou le match de football. Et il fallait que le lundi, il y ait, en sport en tout cas, au moins 4-5 photos dans le journal du lundi, quoi. Donc je ne veux pas dire que c'était stressant, mais il fallait quand même qu'on ait des photos le lundi, quoi. Il ne fallait pas se louper, quoi. Maintenant, l'argentique, tout a changé, tout a changé. On peut voir, on fait une photo, on regarde son écran, si elle n'est pas bonne, on peut en faire des dizaines, des centaines. Il faut voir maintenant le nombre incalculable que font les photographes. Et puis surtout, maintenant, ils le mettent sur l'ordinateur. Je sais même que maintenant, certains médias, des journaux comme L'Équipe, etc., du bord du terrain, avec le Wi-Fi, avec des outils qui sont incroyables, ils transmettent aussitôt. Ça va sur le site de l'équipe, sur Internet. Après, ça servira pour le journal. Après, ça servira pour l'équipe magazine éventuellement. Enfin, ça a vraiment changé, quoi. Le métier a énormément changé d'un point de vue technique, technologique, mais aussi d'un point de vue, je dirais, pécunier, parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors, en 87, autodidacte, oui, c'était possible, mais je crois comme beaucoup de métiers. Je crois que dans le journalisme, il y a beaucoup qui sont devenus journalistes sans avoir fait une seule école, soit qui avaient du talent, une plume, des compétences. Je crois que dans la photo, c'est pareil. Je pense que c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Je dis toujours, parce qu'évidemment, avec le magazine, on a énormément de jeunes qui viennent nous voir au salon de la photo, ou qu'on est sur des événements, des congrès, ou sur des salons, des festivals. C'est plus difficile s'ils n'ont pas fait un minimum d'études dans la photographie, dans le journalisme, dans le graphisme. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, peut-être que je ne devrais pas, mais je dis à un jeune qui vient me voir, tu veux être photographe, mais si tu veux vraiment, alors évidemment, il faut la passion. C'est des métiers passion. Je veux dire, c'est pas comme si on rentre aux impôts ou à la poste. Enfin, j'ai rien contre les gens des impôts et de la poste, mais c'est quand même pas la même chose. Donc je pense qu'il faut d'abord être passionné. Et si on est passionné, je pense qu'il y aura toujours une porte de sortie. Un jour, la chance va tourner ou le talent, on va être reconnu. Mais je leur dis toujours, essayez de faire quelque chose à côté. Graphiste. Essayez de mettre une corde à votre arc en rapport avec la photographie. Et ainsi, vous pourrez peut-être un jour faire une plaquette, je dirais, publicitaire pour un client en photographie d'entreprise, par exemple. Ou alors pour un magazine, on pourra peut-être vous embaucher en tant que photographe. Mais, ah, tu sais aussi faire du graphisme? Ah, bah écoute, si tu peux faire la mise en page aussi, on a un budget. Voilà, enfin voilà. Ou alors écrire. Donc il y en a qui font photo et écriture aussi, ce qui fait que quand ils vont sur le terrain, couvrir pas forcément d'ailleurs des conflits, mais faire des sujets de fond, pour un magazine, si le photographe sait aussi écrire, ben, c'est un atout supplémentaire. Donc vraiment, le photographe est devenu un métier, je dirais, où il faut savoir faire autre chose à côté. C'est devenu de plus en plus difficile de faire que de la photo. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, de respect, d'estime pour les grands photographes comme Guy Le Quérec, Marc Ribou, je ne vais pas tous les citer parce que la liste est longue. Ils ne vivaient que de la photo, ils n'avaient que ça à s'occuper. C'est plus vrai maintenant, à part peut-être quelques-uns, ou alors dans des domaines que je connais moins, et où il y a encore peut-être un peu d'argent, c'est-à-dire la photographie de mode.
la photographie d'architecture, voilà, la photographie culinaire, où là, il faut répondre souvent à un cahier des charges. Donc là, il n'y a que des pros sur le marché. Parce qu'on subit une concurrence énorme des amateurs. Alors je sais que ça ne fait pas toujours bien de dire ça, ou c'est pas très politiquement correct. Maintenant, il y a 65 millions de photographes en France, et donc on subit une grosse concurrence des amateurs parce qu'ils donnent leurs photos. On leur dit, la loi vous le permet, de temps en temps, de vendre une photo. Ne les donnez pas. Parce que vous commencez à donner votre talent, votre compétence. Quand un photographe pro passe derrière vous, ben c'est fini. On va dire, ben non, on ne va pas vous acheter une photo. On l'a eu gratuitement par quelqu'un qui est très bon. D'ailleurs, on ne critique jamais la qualité des amateurs. C'est le statut qu'on critique. Ils ne vivent pas de ce métier. Et nous, les photographes pros, ben, il faut qu'on en vive. Et quand on subit cette concurrence qui est un petit peu quand même déloyale, il faut le dire, ben c'est difficile quelquefois, quoi. Je pense que le métier de photographe, depuis 20-25 ans, à part agriculteur, paysan, j'allais dire, c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est le métier qui a subi le plus de mutations, oui, complètement. Mais à l'inverse du monde paysan, où tous les ans, il y en a de moins en moins, nous, là, j'ai eu les derniers chiffres, il y aurait actuellement en France 27 000 photographes professionnels. Ce qui est quand même beaucoup, mais en même temps, la moitié ne gagne pas le SMIC. Donc c'est assez contradictoire, les chiffres sont un peu bizarres, mais c'est comme ça. Je suis allé aux assises de la photographie il y a un mois et demi à Paris. C'est les chiffres qu'on nous a donnés, c'est-à-dire des gens qui sont installés comme photographes. Alors il y en a quelques-uns auto-entrepreneurs, même pas au goût, entre 5 et 8 000 quand même, qui ont un travail à côté. Donc ils ont légalisé une partie de ce qu'ils faisaient peut-être en travail dissimulé. Mais il y aurait 27 000 photographes, mais il n'y en a pas 27 000 qui en vivent, ça c'est sûr et certain. Il y a une popularisation du métier, surtout chez les jeunes. Ce qui les sauve, entre guillemets, c'est ce qu'ils vivent longtemps chez leurs parents. Ben oui, c'est grave en même temps, mais en même temps, pourquoi pas, quand on fait des enfants, c'est aussi pour les aider. J'ai pas de problème par rapport à ça, mais souvent, ils restent chez leurs parents, donc jusqu'à 27, 28, 29, 30 ans, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir vivre décemment, d'avoir un logement, d'avoir un appartement, une voiture, enfin bon, bref, tout ce qui pourrait leur permettre de faire leur métier. Oui, on peut dire qu'il y a tout un pan de la profession, c'est difficile pour eux. Mais en même temps, je vais citer plusieurs exemples, dont un qui est flagrant en ce moment, un photographe qui s'appelle Corentin Follen, qui est à mon avis l'un des plus talentueux reporters photographes actuels, photojournaliste. Il vient de sortir un livre d'ailleurs extraordinaire sur Haïti. Ça va tellement bien pour lui que le livre est déjà épuisé alors qu'il est sorti il y a 2 mois ou 3 mois. Donc, et lui, ça fonctionne très très bien. Donc il a du talent. Ça, c'est indéniable, parce qu'il publie dans tous les magazines et tous les journaux de France et d'ailleurs. Je pense qu'il sait y faire aussi. Et il ne reste pas assis sur son fauteuil, quoi. Il va dans la rédaction, il va rencontrer des gens, il présente son travail. Je crois que c'est plus qu'avant, il faut vraiment montrer ce qu'on sait faire régulièrement. Parce qu'il y a 25-30 ans, je ne parle pas pour moi parce que moi j'étais un photographe de base, un petit photographe entre guillemets, mais les photographes, ils étaient appelés. On les appelait. Ils avaient 2-3 coups de fil par jour. Tiens, là, on a une photo de studio. Peux-tu venir nous faire la photo de studio? Tiens, bah là, il y a 2 jours de reportage en Espagne. Est-ce que tu peux aller couvrir le Real de Madrid en Espagne? Il y avait ça. Maintenant, le téléphone, il ne sonne plus. C'est fini, ça. Si les photographes ne vont pas au-devant pour chercher des piges, pour chercher des boulots, pour chercher des des nouvelles prises de vue, peu importe d'ailleurs que ce soit du culinaire, que ce soit des portraits d'entreprise, ce qu'on appelle ce vilain mot, mais pour du corporate, j'aime pas ce mot, mais on dit du corporate. Et d'ailleurs, de plus en plus de photojournalistes se tournent vers le corporate. C'est ce qui leur permet de continuer à faire ce qu'ils aiment à côté. Et donc, il faut bien faire bouillir la marmite, ou se payer ce qu'on a envie de faire, ou se payer ses rêves. Et donc, du coup, ils font du travail de portée d'entreprise assez souvent. Il faut savoir que rien que dans le photojournalisme en France, il n'y a plus que, je crois, 800 ou 900 photojournalistes encartés qui ont vraiment la carte de presse, quoi. Je parle des photographes, photojournalistes. Donc, c'est quand même assez peu. C'est difficile pour eux. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi difficile pour ceux... Alors, moi, j'étais ce qu'on appelle un photographe illustrateur. C'est-à-dire que on peut travailler à la commande,
Donc il y a des photographes qui travaillent à la commande. Une entreprise leur dit voilà, on a une plaquette à faire, on a comment on appelle ça, un rapport d'activité en fin d'année, il nous faut des photos maintenant pour notre site internet, il nous faut les photos du président, des vice-présidents, des chefs etc. pour internet, pour la plaquette, etc. Donc on fait un devis, etc. et on a le boulot. Donc ça existe encore, mais il faut quand même toujours démarcher, etc. Auparavant, il y avait quand même, j'allais dire du travail pour tout le monde, mais il y avait moins de photographes aussi. 27 000, ça dilue pas mal la profession. Et donc du coup, il y en a qui mettent les prix vers le bas. C'est plus seulement le prix. Le métier va tellement mal, je dirais, qu'à une époque, c'était le prix qui pouvait faire changer ou pas. Non, maintenant, il y a même des gens qui travaillent gratuitement. Les photographes, pour se faire connaître, ils sont prêts à accepter tout. Donc travailler gratuitement. Et là, évidemment, quand on commence à travailler gratuitement, même pour un client, la fois d'après, il dit « ben non, la dernière fois, pourquoi je te paierais maintenant ?» Et donc, ils vont renouveler l'expérience, ils vont reprendre soit des stagiaires, soit des jeunes qui arrivent sur le marché. « La prochaine fois, je te paierai, n'aie pas peur. Là, ça va te lancer, mais la prochaine fois, tu seras payé. » Mais il n'y a jamais de prochaine fois payante. Donc, dès le départ, on dit aux ceux qui arrivent sur le marché, faites-vous payer, tout de suite. Parce que sinon, après, c'est un engrenage sans fin, quoi. Donc c'est ça qui a aussi changé dans le métier. Mais comme je disais, il y a des photographes comme Corentin Follen, comme Baptiste Giroudon, qui travaillent pour Paris Match, entre autres, comme Frédéric Sautreau. Alors eux sont plutôt dans le photoreportage, mais c'est des photographes qui s'en sortent parce qu'ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de couvrir les événements. Puis ils n'arrêtent pas surtout d'aller rencontrer les gens dans les rédactions, dans les entreprises. Je crois qu'il ne faut pas rester assis sur son siège, sinon c'est foutu, quoi. Alors je crois que les paparazzis, le métier a aussi changé. C'est un milieu que je connais assez peu, mais c'est fini aussi. Je veux dire, les couvertures de magazines qu'on pouvait payer des prix de folie, je crois que c'est fini aussi. Enfin, par contre, ce qui me désole par rapport à ça, c'est qu'on va payer beaucoup plus cher. Alors j'ai rien contre cette jeune femme qui s'appelle Nabila, mais on va payer beaucoup plus cher pour une couverture de Nabila, on va dire qu'il va montrer un peu ses seins sur la Côte d'Azur par exemple, que le conflit en Syrie, ou que d'autres sujets beaucoup plus importants, ce qui se passe au Darfour, ou ce qui se passe dans d'autres parties du globe, etc. Et c'est ça aussi qui a changé. Parce que dans le temps, on va dire les 5-6 grands magazines français, voire étrangers, avaient quand même des budgets, envoyaient des gens couvrir. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, Paris Match, le Figaro Magazine, VSD et quelques autres payaient des photographes à aller couvrir des événements. Ils partaient 8 jours, 10 jours, tous les frais étaient payés, et au retour, ils étaient encore payés en plus pour leur parution. Donc maintenant, ils y vont à leur propre compte, sans aucune garantie de publier quelque chose. Donc le métier a quand même énormément changé. Et on est quand même rentré dans l'univers pareil, encore un mot que j'aime pas beaucoup, mais du people. Les magazines people se sont développés. Et oui, on préfère de loin une starlette au sein nu, en couverture, qu'un conflit, que ce qui vient de se passer dernièrement en Syrie. Mais parce que je pense qu'on revient à la même chose. C'est des financiers qui sont arrivés à la tête de ces groupes de presse, et la seule chose qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Et je pense que ça va être plus vendeur d'avoir une starlette en photo que d'avoir une photo d'un conflit. Alors qu'il y a 20-25 ans, on avait quand même des grands patrons de presse qui faisaient ça par passion. Alors quelquefois, ça pouvait être, comme on dit, leurs danseuses. Mais ils étaient passionnés par la presse. Ils aimaient ça. C'est moins vrai maintenant. Donc ça a changé, oui. Moi, un de mes plus beaux souvenirs de photographe, comme j'avais dit au tout début, j'ai vécu au Canada. Moi, j'ai vécu pendant 6 ans au Canada. Je suis passionné par ce pays. Et donc, quand je suis revenu en France, en 1998, j'avais 40 000 diapositives en archive. Donc j'ai été réputé, enfin connu en tout cas, pour mes photos du Canada. J'ai fait une dizaine de fois le magazine Géo Magazine, ce qui est plutôt glorifiant, dont une fois double page magazine dans Géo. Pour le numéro de 20 ans, double page entre Yann Arthus Bertrand et Hans Sylvester. J'étais plutôt flatté. Géo Russie, donc c'était des belles parutions, j'étais assez fier de ça. Surtout que je suis un autodidacte et si on m'avait dit un jour que je publierais des photos dans Géo, j'y aurais jamais cru, quoi. Mais un de mes plus beaux, je ne peux pas parler, c'est un de mes plus beaux coups, mais une de mes plus belles expériences, c'est pour la foire de Dijon, qui avait mis le Québec comme invité d'honneur et qui m'avait acheté à l'époque pour 40 000 francs de photos pour faire tout leur visuel.
c'est-à-dire tout leur plan média. C'est-à-dire que deux de mes photos s'étaient retrouvées. Alors on arrivait en gare de Dijon, une photo de 6 mètres par 6 mètres, sur tous les bus de la ville, sur les colonnes Maurice de la ville. Et pour moi, c'était extraordinaire. Enfin, je veux dire, un petit photographe originaire d'un petit village dans le Perche. Si on m'avait dit un jour que je verrais mes photos partout dans la ville de Dijon comme ça, je n'aurais jamais cru. Et j'ai eu d'autres choses intéressantes, pareil, la première fois qu'on voit une de ces photos sur les affiches du métro. Alors c'était toujours sur le Québec, hein, c'était une photo d'automne, tout ce qui est de plus classique, je veux dire. Chalet rouge, automne au Québec avec un lac. Mais quand on la voit en 4x4 sur des affiches dans le métro parisien et qu'on se promène, les gens regardent la photo et qu'on est à côté, puis qu'on entend les gens « Ah, t'as vu la photo, elle est superbe !» On a son petit moment de gloire, son petit moment de fierté, on est content, oui, oui. Bon, par contre, j'ai fait des livres aussi, aux éditions du Chêne, par exemple. J'ai fait un livre sur le Canada. J'ai publié mes photos dans les guides aux éditions Gallimard aussi. Pendant longtemps, les photos que j'ai faites au Québec m'ont fait vivre allègrement. Et ce qui a changé, c'est qu'il y a, on va dire, il y a une dizaine d'années, est arrivé encore une fois des financiers qui ont créé ce qu'on appelle des micro-stocks. Donc des agences photos, d'illustration. Et moi, j'étais un photographe illustrateur. Donc je faisais une photo, par exemple, d'un lac en automne au Québec. La photo était publiée en carte postale, calendrier des PTT, double page magazine, grand calendrier, poster. Donc sur une seule photo, on pouvait gagner notre vie si elle était réussie, etc. Et quand les microstocks sont arrivés, ils ont tué le marché. Parce qu'eux, ils vendaient les photos à 1 € la photo. Ils n'avaient aucun scrupule. Et on doit dire qu'une des pires, alors je ne citerai pas son nom parce que je ne veux pas lui faire de publicité, on la surnomme Poubellia, ils vendent des photos comme s'ils vendaient des boulons et des vis en fait. Ils vendent des photos par, ils appellent ça un forfait, pour je ne sais plus combien, on va dire allez, 20 € par mois. Vous pouvez télécharger 10, 15, 20, 30 photos, ça revient à 15 centimes la photo. Donc tous les photographes illustrateurs dont je faisais partie, à partir de ce moment-là, n'ont plus jamais vendu de photos. Et ça a vraiment tué une partie de la profession. Et les photographes illustrateurs, à l'époque, les gens ne se rendent pas compte, mais on illustrait les offices de tourisme, les ministères du tourisme, les syndicats d'initiative. On illustrait énormément de choses. La même photo, ou dans la même veine, pouvait servir à... Moi, j'ai une photo, que je parle toujours du lac en automne, que j'ai publiée plus de 100 fois, la même photo. Parce qu'elle correspondait à ce qu'attendaient les gens, à la fois les publicitaires, les clients, comme je disais, le calendrier des PTT. Et du jour où les microstocks comme Poubellia sont arrivés, eh ben on n'a plus jamais vendu ce genre de photos parce qu'eux les offraient à 14 centimes. 14 centimes d'euros une photo. Donc ça a été pervers parce que ça a à la fois, évidemment, fait mourir plein de photographes, mourir bien sûr au sens figuré, mais baisser les prix. Et ça a donné moins de valeur au métier aussi, au métier de photographe. On s'est dit, bah, tiens, si ces gens-là les vendent 14 centimes, bah, finalement, un photographe, ça vaut rien, quoi. Pourquoi on continuerait à lui payer des photos à 250, 300 €, quoi. Alors ça a été ça le tournant. C'est quand des microstocks et des géants, pour ne pas les citer comme Corbis et Getty, sont arrivés là-dedans, parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient être millionnaires. Enfin, ils étaient déjà milliardaires, ceci dit. Hein. Bill Gates, il n'a pas attendu ça. Et ils sont plantés. La preuve, Corbis et Getty, maintenant, ont été vendus à des Chinois, à des investisseurs chinois. Donc, au départ, ils ont misé là-dessus, ils ne s'en occupent même plus. Quoi. Ça a été leur jouet. Mais ils rachetaient dans tous les pays. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours des contacts au Canada, j'avais des amis photographes américains. Au début des années 2000, ils m'ont dit « Pascal, fais attention, il y a Getty, donc Paul Getty, enfin, c'est pas Paul, mais c'est Getty en tout cas. Il y a Bill Gates avec Corbis qui arrive sur le marché en Europe. Ils sont en train de tout détruire chez nous, ça va arriver chez vous, ça va être un vrai raz-de-marée. Ils gardent que les bons photographes, ils virent tout le monde, c'est sans pitié. Et c'est ce qui est arrivé. Et moi, j'avais prévenu, parce qu'à l'époque, j'étais vice-président de l'UPC en France. Je leur ai dit « Attention, ça arrive. » On a dit « Bon, nous, on a le droit d'auteur qui va nous défendre, nous. » Et puis en fait, on a été pris dans le raz-de-marée et ça a tué complètement le marché, quoi. Donc oui, c'est ça, je pense, qui a fait le plus de mal. On a enlevé de la valeur au travail que faisaient les photographes. Alors si j'avais 20 ans, ou si un jeune de photographe, futur photographe de 20 ans viendrait me voir, s'il est passionné, je lui dirais d'y aller. C'est quand même un des plus beaux métiers du monde. Peu importe les difficultés, c'est vrai que c'est difficile. Mais j'ai un ami qui s'appelle Bertrand Rigueur,
On est amis sur Facebook, et là, en ce moment, il est en reportage en Afrique, en Namibie, je crois. Et tous les jours, il met une photo, etc. Bon, il travaille. Alors lui, il n'a pas la chance, parce que la chance, on peut en avoir, mais il n'a jamais arrêté d'en faire des photos. Il n'a jamais arrêté d'en déposer dans des agences aussi, ce qu'on appelle en droit géré, donc pas libre de droit, contrairement au microstock. Et il a continué à entretenir des bonnes relations avec plusieurs magazines, dont Détour en France. Je crois que dans Détour en France, dans chaque numéro, il a un sujet de 15 ou 20 pages. Donc lui, il a continué. Je pense qu'à un moment donné, on a baissé les bras, certainement par lassitude, par obligation financière. Il y a des gens qui ont une famille, une maison à payer, ils se sont dit, bah là, moi j'arrête, je fais autre chose parce que je ne peux plus. Mais je dirais quand même à un jeune, si tu es motivé, si tu es passionné, vas-y, c'est un très très beau métier. Par contre, ce qui est sûr et certain, d'ailleurs dans le magazine, on va sans doute aborder ça un jour, c'est qu'il y a trop d'écoles. Maintenant, tout le monde veut son école photo. À savoir, il y aurait 180 écoles photo en France. Il y aurait 4000 nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché tous les ans. Et on n'a quasiment pas 25 emplois ou 30 emplois dans la photographie, quoi. Donc c'est ça qu'il faut changer aussi, à un moment donné. Ah bah oui, les chiffres pour ça sont terribles. C'est que tout département ou toute région maintenant veut son BTS photo, veulent leur bac pro photo, dans chaque région. Plus toutes les écoles privées, plus ceux, il faut le dire, qui veulent faire de l'argent. Donc ils créent une école privée à 8 000 € l'année. Ils ont 20 étudiants par année, en première année, deuxième année. On gagne très vite de l'argent dans les écoles de photo, ça c'est clair. Bon, il y en a certaines qui sont très sérieuses et très bonnes. Les Gobelins, les Louis Lumière, tout ça, c'est des vieilles écoles, donc ça fonctionne. Mais il y en a des fois qui tiennent 2-3 ans, et puis pendant 2-3 ans, ils se sont fait des sous, et puis au revoir, quoi. Donc c'est ça qu'il faudrait, à mon avis, réglementer. Je sais qu'avec l'heure actuelle, on n'est pas trop dans la réglementation, donc à mon avis, on est plutôt dans l'inverse. Moi, je pense qu'il faudrait réglementer ça. Moi, je n'ai pas que des partisans là-dessus, mais il faudrait même réglementer le métier. À savoir, peu importe ce qu'on fait dans la photographie, mais avoir un prix plancher. C'est-à-dire qu'on ne vendrait pas une photo en dessous, je veux dire n'importe quoi, mais 100-150 €. Au moins en dessous du prix de revient. Enfin, il faut qu'on gagne notre vie, quoi. Or, à l'heure actuelle, on ne va pas vers ça. C'est le libéralisme à outrance, un peu partout, et dans la photo. Alors là, oui, on peut en parler, c'est à 14 centimes. On avait fait un article dans le numéro 4 de Profession Photographe, justement, sur les fameuses microstocks. Et tout le monde disait, ça ne peut pas marcher pour un photographe, parce que à 1 € la photo, même s'il en fait 200 par mois, ou s'il en publie 200 par mois, 200 €, ça ne marchera pas. Mais on a pris un exemple du seul en France pour qui ça marche bien, mais il en vend 3500 par jour. 3500 par jour, mais dans le monde entier. Mais il est le seul en France. Il n'y en a qu'un seul par pays qui travaille avec ces microstocks, qui arrive à être presque un millionnaire de la photo, mais il n'y en a qu'un seul. Donc qu'est-ce qu'on fait des 5 ou 6 000 autres qui étaient photographes illustrateurs? C'est ça la question, quoi, je veux dire. Et donc du coup, moi j'aurais presque aimé à un moment donné que les différents gouvernements qui se sont succédés réglementent, pourquoi pas le métier. Il y en a bien d'autres qui sont réglementés, bah, pourquoi on n'aurait pas réglementé la photographie, et qui mettent un prix plancher, quoi. Pareil dans le mariage. Dans le mariage, je vois souvent des aberrations de gens qui disent « Ah ouais, mais tu te rends compte, le photographe, il me prend 1 500 € pour mon mariage. » Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'une fois qu'il va avoir tout payé, tout déduit, il lui restera 200 € net pour 10-12 heures de travail. Donc c'est quand même pas... Et c'est ça que les gens oublient. Ils voient le prix, mais un mariage, c'est 1 500 € si le photographe veut s'en sortir. Et le problème, c'est qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, donc ceux qui ont un boulot à côté et qui font des mariages de week-end, le proposent à 250 €. Ils ne gagnent pas d'argent avec 250 €. Mais comme ce n'est pas leur métier, ils se font plaisir. Donc, ils font du mal à la profession. On a beau leur dire. Et d'ailleurs, dans le prochain numéro, on a un sujet là-dessus, parce qu'on a appris dans l'auto-entrepreneuriat, par exemple dans la photo, qu'un fonctionnaire, par exemple, ne peut pas faire de la photographie sur une base régulière. Ça lui est interdit. Or, combien de secrétaires de mairie dans les villages de France et de Navarre, ils sont bien placés, c'est eux qui publient les bans, c'est eux qui sont au courant de ceux qui vont se marier, donc ils leur donnent une petite carte. Ben écoutez, le week-end, je fais aussi des photos, c'est 250 €, je vous donne tout, je vous cède tout, vous faites ce que vous voulez après avec les photos. Mais c'est pas ça le métier de photographe. Le photographe professionnel amène vraiment quelque chose, déjà en qualité, bien sûr. C'est d'abord, mais autre chose, derrière, il y a une post-production, il va amener des albums, enfin je veux dire, c'est pas du tout ça, quoi. Là, on va vers une paupérisation et surtout une baisse de qualité de la profession, ça c'est clair. Je pense que dans 50 ans, le métier existera toujours, oui. Là-dessus,
Je ne suis pas inquiet. Alors, différemment, sans doute. Je pense que, encore que, j'allais dire, le papier existera peut-être mieux, peut-être même plus, pardon. Mais je pense qu'il existera encore parce qu'on n'a jamais vendu autant de livres photos que l'an dernier. Donc c'est assez contradictoire tout ce que je dis, je suis désolé, mais les chiffres sont là aussi pour le prouver. On n'a jamais vendu autant de livres, il ne s'est jamais fait autant de photos, autant de livres photos. Par contre, ce qui est différent, c'est que les photographes s'auto-éditent. C'est-à-dire qu'ils ne passent plus par un éditeur. Au lieu de toucher 7-8% dans les meilleurs des cas, ils prennent des risques. Ils créent une petite société à côté, souvent, une petite maison d'édition, qui, elle, ne fera pas de bénéfices, mais pour être en accord avec la loi, il faut qu'ils aient une maison d'édition. Et c'est eux qui l'éditent, de A à Z. Ils choisissent l'imprimeur, le papier, la mise en page, le graphiste, ou quelquefois, quand ils ont la capacité à le faire, ils font le graphisme aussi. Et ils s'auto-éditent. Et là, je peux vous dire qu'il y a quelques photographes, j'en connais moi personnellement une dizaine, parce que je trouve où est ma rédaction du magazine, je fais aussi librairie, mais je ne vends que des livres de photographes indépendants. Des garçons comme Vincent Munier, par exemple. Alors évidemment, Vincent Munier est très connu pour ses photographies animalières, mais il a créé sa petite maison d'édition. Il ne fait que des livres qui ont des succès énormes. Son dernier livre, Arctique, c'est pas tout à fait son dernier, c'est son avant-dernier, il en avait sorti 8000 exemplaires, qu'il a sorti en novembre, je crois, 2015. À Noël 2015, il n'y en avait plus. Il a fait une réédition, et c'est de nouveau épuisé. Il est peut-être vers une deuxième réédition. C'est des livres qui valent 65 €, hein, qui sort à 8000 exemplaires, 5000, 10 000. Donc je pense que les photographes, il y a encore un avenir pour les photographes, mais il va falloir qu'ils se diversifient, il va falloir qu'ils deviennent plus qu'avant des chefs d'entreprise. Parce qu'avant, on faisait de la photo, ce qui nous plaisait, c'était la prise de vue, et puis après, voilà. Maintenant, il faut vraiment... Là, j'en ai un qui s'appelle Nicolas Henriard-Demer, qui vient de sortir son livre aussi, très beau livre. C'est lui qui a tout choisi, même son papier, le grammage. Il est allé le faire en Europe, je ne sais plus dans quel pays, mais il voulait un papier spécial, enfin bon, bref. Et ça marche vraiment formidablement bien. Et là, j'en ai des dizaines d'exemples comme ça. Donc les gars, maintenant, comme la partie presse est en train un peu de disparaître ou devenir difficile. Donc, ils font des expos, ils vont dans des festivals, ils font leurs bouquins. Dans le festival, ils vendent des tirages, ils vendent leurs bouquins, ils dédicacent, les gens repartent avec un bouquin. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus valorisant aussi parce qu'ils ont tout fait. En fait, ils sont devenus, des fois on dit le photographe est artiste, ils sont devenus un peu plus artisans, mais ils contrôlent tout de A à Z, de la prise de vue jusqu'au produit final.